Bien, mes chers collègues, si vous voulez vous installer pour cette session consacrée à la décision modificative numéro 3. Ça sera pour toi, ça. C'est l'agence technique, c'est pour info. On n'a pas de nom encore. Non, mais c'est le conseil d'administration. Ah oui, c'est vrai. Non, il faut qu'on prépare des noms. Parce que... voilà. Mais on les a, les noms, dans la liste qu'on avait évoquée, là. Christian Barthé. Qui appelle, là. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est aussi... Bien, mes chers collègues, je vais demander à notre collègue Michel Conan de faire l'appel des membres de notre Assemblée. Monsieur Conan, vous avez la parole. Je vois qu'il n'y a personne de l'opposition sur les bancs pour le moment. Si, en bas. Michel André, Régine Anger, Gérard Bertrand, Jean-Jacques Bizien, Éric Botorel, Sylvie Bourbigo, Michel Brémond, Alain Cadec, André Calistri, Marie-Christine Clairet, Christian Couay, André Cointe, Michel Conan présent, Michel Daugan, Philippe Delsol, Alain Guéguin, Pascal Guilcher, Monique Améon, Angèle Occo, Gérard Huette, Charles Josselin, Jean-Yves Lagadec, Janine Lebéchec, Marie-Claire Lebras, Gérard Lecaire, Présent. Jean Lecam, Monique Leclésio, Yves-Jean Lecocu, Joël Lecroisier, Jean Lefloc, Marc Le Fur, Jean-Pierre Legout, Gérard Le Guillou, René Le Lévrier, Vincent Lemot, Yves Leroux, Claudie Le Breton, Denis Maire, Philippe Mellet, je crois qu'il doit arriver en retard, Yannick Morin, il est là, Isabelle Nicolas, Christine Aurin est excusée, Christian Provost, Paul Kéméré,
Gérard Quilin, Loïc Raoul, Didier Robert, Loïc Rosquette, Daniel Thomas, Marie-Reine Tillon, Michel Vaspart. Voilà, Président. Merci. Je le dis pour le secrétariat de l'Assemblée, Isabelle Nicolas est excusée également pour des raisons personnelles. Et notre ami Alain Guéguin aussi m'a fait savoir pour des raisons de santé, qu'il ne pourra pas être là tout au long de cette journée et de cette session. Bien, mes chers collègues, après l'hommage rendu à Marie-Hélène Battas, auquel je vous remercie très chaleureusement d'avoir participé ce matin, je pense placer cette session sous son parrainage pour se souvenir. Nous allons commencer nos travaux consacrés à la décision modificative numéro 3. La journée va se dérouler de la façon suivante. Il y aura une session de séance, une suspension de séance, excusez-moi, pour l'Assemblée générale de l'Amicale des conseillers généraux à midi. Ça ne durera pas très longtemps. Le repas habituel, traditionnel, et puis on veillera à reprendre nos travaux dans un temps correct pour pouvoir retenir notre session tout au long de cette journée. Il n'y aura pas de session demain. Donc préparez-vous à cette organisation. Voilà. Bien. Présentation de la décision modificative numéro 3 par notre vice-président en charge des finances, Christian Coyle. Monsieur Coyle, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, il me revient donc de vous présenter la décision modificative numéro 3. Donc, si on peut afficher le diaporama. Merci. Cette décision modificative numéro 3 est, faut-il le rappeler, la dernière possibilité que nous avons d'ajuster le budget 2012. Elle nous permet de réduire, voire de compléter les crédits en fonction de l'avancement des travaux et, du coup, nous permet aussi d'ajuster, de calibrer le recours à l'emprunt à ce qui est nécessaire. Quelques mots, tout d'abord, sur le contexte, un contexte de crise, comme il est indiqué. Et concernant ce contexte, on peut dire aujourd'hui que le monde est à la recherche d'une locomotive pour pallier l'atonie occidentale. Et, me semble-t-il, 3 questions sont au cœur des préoccupations et soulèvent des inquiétudes. La première, c'est le devenir de la zone euro. La seconde, le choc fiscal aux États-Unis suite à l'élection de M. Obama, qui est appelé « the fiscal cliff ». Et la troisième, la conjoncture en Chine, où là aussi on observe un ralentissement de l'économie. En Europe, nous observons une crise de la dette souveraine, mais également dans d'autres pays du monde. Et il est vrai que le mur de la dette américain fait toujours peser de fortes tensions sur les marchés financiers. Quand on pense que la dette américaine est de 16 000 milliards de dollars, ça laisse rêveur. Les politiques européennes d'assainissement budgétaire qui sont menées pèsent bien entendu sur l'activité, mais pèsent aussi sur le budget des ménages et des entreprises. Et le taux de chômage ne cesse de progresser puisqu'on atteint 11,4% de taux de chômage dans la zone euro. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les États n'ont pas les moyens d'accroître la dépense publique comme cela avait pu se faire en 2009. Et donc, c'est une politique accommodante qui est attendue de la Banque centrale européenne pour permettre de soutenir une croissance qui, désormais, est repoussée à 2014. Et la croissance attendue, d'ailleurs,
en Europe est quasi nul pour cette année, quasi nul en France aussi, puisqu'on a moins 0,1 au deuxième trimestre, plus 0,2 au troisième trimestre. Et nous observons également un marché immobilier en berne, avec le prix de l'ancien et du neuf qui est en baisse dans les Côtes-d'Armor sur un an. Et les dernières statistiques, d'ailleurs, qui sont sorties hier, montrent une baisse de la vente de logements et une baisse des mises en chantier de l'ordre de 20% en France cette année. Et puis, il y a un élément qu'on ne peut pas passer non plus, qui n'est pas noté sur le diaporama, qui est également la dégradation de la note donc de la France. Cette dégradation, vous en souvenez, avait été faite par Standard & Poor's le vendredi 13 janvier, et Moody's donc a également pris cette décision d'abaisser la note de la France, mais fort heureusement, à court terme, cette dégradation n'a pas de conséquences pour le financement de la dette en France, parce qu'elle a été bien anticipée par les marchés. En ce qui concerne les départements, mais le président, je pense, y reviendra plus tard, l'ADF a été reçue le 22 octobre par le président de la République et le Premier ministre, et cette rencontre a donné lieu à la signature d'une déclaration commune État-département qui vise à reconnaître le rôle des départements, non seulement dans le domaine social, mais aussi au niveau économique. Et cela a permis également de se mettre d'accord sur 10 engagements État-département et de prendre en compte la nécessité qu'il y a pour nous d'avoir une réponse au déséquilibre que l'on constate année après année sur le financement des dépenses d'action sociale et à trouver des solutions pérennes de financement. C'est l'engagement numéro 1 qui a été pris dans le cadre de cette rencontre. Un fonds d'urgence doté de 170 millions d'euros a été également annoncé dans l'attente des réformes structurelles de financement des politiques de solidarité. Et troisième élément, le soutien au rôle d'aménagement du territoire via la Caisse des dépôts va se traduire par l'aide aux projets associatifs et entrepreneuriaux, comme il est indiqué, mais également par la création de la Banque publique d'investissement, donc qui est en cours de discussion au Parlement ces jours-ci, et la mise en place annoncée la semaine dernière à l'occasion du Congrès des maires par le Président de la République de l'Agence de financement des collectivités publiques, c'est quelque chose qui devrait voir le jour également en 2013. Nous en arrivons donc, après cela, aux ajustements de crédit, donc globalement, je dirais, aux opérations financières de la DM3. Et ces opérations financières de la DM3 peuvent se résumer en 5 chiffres afin de ne pas être trop rébarbatif. 6,3 millions de recettes de fonctionnement supplémentaires, 4,5 millions de dépenses de fonctionnement supplémentaires, 2,1 millions de dépenses d'investissement supplémentaires, 7,5 millions de redéploiement et, au bout du compte, une diminution du recours à l'emprunt de 3,7 millions. Voilà les 5 chiffres importants à retenir de cette DM3. Alors, si on revient sur les ajustements de recettes, qui représentent un montant de 700 000 €, vous avez ici le détail que je ne reprends pas, donc qui vous explique donc les différents éléments qui ont permis d'aboutir à ce chiffre. Concernant les diminutions de recettes, quelques mots sur les droits de mutation, puisque vous voyez que la diminution de recettes des droits de mutation proposée est de 5 millions d'euros. Nous assistons en effet à une baisse significative des transactions sur le marché immobilier, une baisse des mises en chantier
Et nous qui avions été prudents, nous semblait-il, dans l'évaluation de ces recettes de DMTO, puisque sur 56 millions encaissés l'année dernière, nous n'avions inscrit que 53 millions cette année, eh bien, nous devons faire le constat que nous n'encaisserons pas 53 millions, mais plutôt 48 millions au cours de cet exercice. Et cela nous oblige donc à rééquilibrer cette recette. Pour le reste, eh bien, pas de commentaire particulier. Le total des réductions de recettes est de 7 millions d'euros, ce qui amène donc, compte tenu des réserves que nous avions au titre de la DM2, à une disponibilité de 2,8 millions à ce stade. Nous en arrivons ensuite aux inscriptions nouvelles, donc aux nouvelles dépenses de fonctionnement proposées, pour un total de 4,5 millions, dont je vous laisse découvrir les différentes rubriques. Je voulais juste attirer votre attention, mais je pense que ça fera l'objet aussi d'interventions, et mon collègue Michel Brémond saura répondre mieux que moi à ce dossier. Il s'agit du syndicat mixte de l'aéroport de Lannion, où nous avons décidé de faire une provision de 400 000 euros sur l'exploitation de la ligne Lannion-Paris, donc faisant suite à la décision d'Airliner qui exploite cette ligne de mettre fin à la délégation de service public et à une demande de compensation supplémentaire de sa part. Donc vous savez que dans ce syndicat mixte, le Conseil général possède 55% du capital et que donc il y a une nouvelle délégation de service public qui doit voir le jour en septembre 2013. Mais je pense qu'on aura l'occasion de parler de ce sujet au cours de cette décision modificative. D'autres propositions vous sont faites par ailleurs concernant les assistants familiaux, les établissements d'enfance, la PMI et la MDPH. Bon, il faut savoir que sur les établissements d'enfance, par exemple, il y a une augmentation de 30 enfants en moyenne confiés par mois. Ceci explique des demandes de financement complémentaires. Et puis, nous en arrivons donc à tout ce qui concerne l'emploi et ce qui concerne le LDA. Avant de faire un petit commentaire sur le FSL, qui sollicite à nouveau le budget pour 350 000 euros, parce que nous devons faire face, compte tenu de la crise, évidemment, à des demandes, à une hausse des demandes, là aussi, pour pouvoir faire face à des dépenses d'eau, d'électricité et de gaz par certaines familles. Le total des dépenses de fonctionnement donc, représente 4 500 000 euros et en investissement, nous vous proposons d'inscrire 2 100 000 euros supplémentaires, dont 400 000 euros pour la rocade, au vu de l'avancement des travaux, 480 000 euros sur les crédits délégués et les aides à la pierre, 750 000 euros sur la production de logements, donc au vu du déblocage des dossiers. Et enfin, il est proposé une avance remboursable de 385 000 euros au syndicat mixte de réalisation du port de 5A, compte tenu du fait qu'actuellement, le Fonds européen pour la pêche n'a pas versé la subvention prévue. Et donc, bien, je pense, mais Alain Cadec saura nous le dire, que cette subvention va arriver et nous procéderons alors au remboursement de l'avance remboursable. Nous proposons donc, compte tenu de l'avancement de l'exercice budgétaire et de la consommation de crédit, des redéploiements importants, puisqu'ils sont à hauteur de 7,5 millions, mais ils sont rendus possibles aussi par des retards de programmation et par le fait qu'un certain nombre de projets ne sont pas lancés. Et je vous laisse découvrir quelques instants donc, les différentes rubriques concernées. Donc, total de redéploiement, 7,5 millions. Et on en arrive donc après à la synthèse qui donne donc 4,1 millions de dépenses de fonctionnement supplémentaires, 2,1 millions de dépenses d'investissement supplémentaires, donc des inscriptions totales à hauteur de 6,6 millions.
Et donc, compte tenu des réserves qu'on avait après la DM2 à hauteur de 9,1 millions, il nous reste de disponibilité 3,7 millions que nous proposons de consacrer donc à une réduction des recettes d'emprunt, ce qui fait que l'inscription budgétaire globale au niveau des emprunts sera ramenée cette année de 30 500 000 euros au budget primitif à 23 millions d'euros, donc après la DM3, ce qui correspond à l'amortissement de la dette. Il me reste à vous présenter le tableau récapitulatif du budget 2012 consolidé, où vous pourrez voir donc hors mouvement de trésorerie, c'est le chiffre du bas, donc ici, 588 millions d'inscriptions budgétaires au BP, nous sommes à 661 millions donc de total de budget après nos 3 décisions modificatives. Donc c'est un budget qui, malgré les hausses significatives des budgets sociaux compte tenu de la crise et la prise en compte de la volatilité de nos recettes, notamment de DMTO, en baisse significative, c'est un budget qui, vous le voyez, préserve l'investissement et en même temps stabilise l'endettement. Mais les rapports qui suivent vont vous permettre de débattre de toutes ces inscriptions proposées et éventuellement d'y faire quelques adaptations si nécessaire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire donc, dans le cadre de cette présentation de la DM3 sur le plan budgétaire. Merci, Monsieur Coye, vice-président en charge des finances départementales. Puisque vous avez fait état de la réunion à l'Élysée présidée par François Hollande, le président de la République, en présence des membres du gouvernement et du Premier ministre, avec une délégation pluraliste de l'Assemblée des départements de France, et sur les 10 engagements qui ont été signés, j'ai transmis d'ailleurs ce protocole aux membres et présidents des groupes de notre Assemblée, c'est tout à fait légitime. Mais sur la partie financière, je voudrais profiter de cette présentation pour vous donner des informations. La première, c'est François Fillon, Premier ministre du gouvernement précédent, qui avait proposé ce fonds exceptionnel d'urgence de 150 millions d'euros, répartis en 2 parties, 75 millions d'euros pour les 30 départements en tension budgétaire, et c'est ainsi que le Conseil général avait bénéficié de plus de 2 millions d'euros parmi ces 30, et puis la deuxième partie à la demande des départements eux-mêmes, avec un plan co-signé, élaboré en lien avec l'Inspection générale des finances, de l'administration et de l'action sociale. Ce fonds a été reconduit à hauteur de 170 millions d'euros. Nous procédons aux discussions en ce moment avec les ministres concernés, Marie-Lise Lebranchu, en charge de la décentralisation et de la réforme de l'État, mais aussi avec le ministre du Budget et la Direction générale des collectivités locales. Et nous ne sommes pas très loin d'un accord sur la répartition du fonds, parce que, dans un premier temps, et selon l'engagement, il devait être réparti en totalité à la demande des collectivités. Et là, nous reprenons, améliorée certes, fort de l'expérience de l'an passé, la répartition pour l'instant qui serait en 2 fonds, 85 millions d'euros sur des critères de calcul des départements en tension, et puis une deuxième partie sur les départements qui le souhaiteraient, mais avec une approche un peu différente. Et ce fonds va être voté dans la loi de finances rectificative qui sera votée avant la fin de l'année au Parlement. Le deuxième point qui me paraît extrêmement important, vous savez qu'il y a, en termes de péréquation, 4 fonds horizontaux, c'est-à-dire des fonds de péréquation qui ne sont pas entre l'État et les départements, mais des fonds de péréquation entre les départements eux-mêmes, entre les plus riches et les plus modestes. Alors, ça porte d'abord sur le financement via la CNSA, Caisse nationale solidarité autonomie, pour l'APA, la PCH et les maisons départementales des personnes handicapées.
Ce fonds relève d'un décret et doit avoir l'avis du comité des finances locales. Il a été largement amendé puisque on avait déjà évoqué cette question du nouveau potentiel financier qui, pour calculer la richesse des départements, du fait de la suppression de la taxe professionnelle et de la création de la CVAE, prend en compte ce qu'on appelle la DCRTP, la dotation de compensation pour les recettes de taxes professionnelles, et le FNGIR. C'est-à-dire que, fort des recettes de taxes professionnelles du passé, les départements ne se retrouvent pas amputés. Et, quelque part, la sanctuarisation des compensations de l'État sur ce sujet. Ce qui fait que ce potentiel financier que nous trouvons à l'ADF injuste, parce qu'il prend en compte dans les richesses le fait que des départements qui avaient des bases fiscales faibles et des taux élevés recevaient plus de dotations de l'État. Et ce qui fait que, face à l'effort fiscal qui avait été le leur, eh bien, ce n'est pas sur la richesse des bases qu'il en était jugé, mais plus sûrement sur les compensations. Donc, il y avait une majorité, pas unanimité, parce que vous pensez bien que ceux qui sont les plus, arrosés, qui perçoivent le plus, veulent rester et ne pas partager, mais une large majorité pour demander un moratoire sur le potentiel financier qui était prévu dans la loi de finances. Et pour le décret, nous avons obtenu satisfaction. Restait, pour les 3 autres fonds qui relèvent du vote au Parlement de la loi de finances, c'était le fonds CVAE, la contribution valeur ajoutée économique, où la péréquation est aux alentours de 56 millions d'euros sur les 7 milliards 400 millions que perçoivent de CVAE les départements, puisqu'ils perçoivent 45% en moyenne des recettes de la contribution valeur économique. Et à ce titre, la ville de Paris et le département de Paris sont des gros contributeurs, puisque Paris et l'Île-de-France captent plus de 10% de la richesse économique, financière, fiscale et budgétaire de l'État français. Donc c'est normal que ce soit à eux de contribuer très fortement à la péréquation entre les départements. Il y a le deuxième fonds, c'est le fonds FMDI, qui était un fonds de compensation qui avait été institué par le gouvernement Raffarin lorsque nous avons reçu la compétence du revenu minimum d'insertion et de son financement, qui était de 500 millions d'euros, reconduit chaque année, mais là, reconduit pour 3 ans, 2013, 2014 et 2015. Et là aussi, c'est le même potentiel financier qui s'exerçait. Et puis enfin, le fonds qui est sur l'évolution des DMTO, hein, c'est-à-dire là où il y a une croissance plus forte en moyenne, eh bien, le surplus va dans ce fonds, hein, qui était de presque 400 millions d'euros l'an dernier, donc un fonds extrêmement important, et c'était le même potentiel financier. Et au Sénat a été voté, et il a fallu là aussi beaucoup argumenter, donc j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet à convaincre les sénateurs, donc les rapporteurs des collectivités, Pierre Jarlier, le sénateur maire de Saint-Flour, et Jean Germain, le maire de Tours, donc un tandem d'un sénateur UDI avec un sénateur socialiste, rapporteur des collectivités territoriales et du budget de celle-ci, et puis François Marc, le finistérien, qui est rapporteur du budget, pour que, en séance plénière, le Sénat adopte l'amendement proposé aux sénateurs par l'ADF, et il a été voté, et nous avons obtenu satisfaction, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte le potentiel financier, mais à condition, bien entendu, de construire un nouveau potentiel financier plus juste et plus équitable pour l'année prochaine, sauf que les recettes n'ayant pas été votées par les sénateurs, eh bien, la loi de finances aujourd'hui n'est pas votée et vraisemblablement devra revenir, me dit-on, devant une commission mixte paritaire pour être votée ensuite par les 2 assemblées. Et l'Assemblée nationale qui n'avait pas repris nos amendements, j'espère que là, pour le coup, et les députés et les sénateurs se mettront d'accord pour que nous obtenions tous les départements satisfaction. Ça, c'était l'élément potentiel financier. Quant à la partie la plus importante, c'est comment obtenir demain des recettes pérennes et durables pour les 3 allocations individuelles
universel de solidarité. C'est l'engagement numéro 1 que nous avons signé au titre de l'ADF et du gouvernement. Le groupe de travail politique sous l'autorité du Premier ministre, composé des 7 membres du gouvernement concernés par le sujet, pour les collectivités, le branchu Escoffier, Cahuzac pour le budget, et le pôle social composé de Touraine, Bertinotti, Delaunay et Carlotti, avec, à parité, 7 membres de l'ADF de façon pluraliste et votre serviteur qui animera ce groupe de travail politique qui va se réunir tout au long de cette année 2013 pour trouver des solutions, doublées d'un groupe de travail technique, bien entendu, auquel, vraisemblablement d'ailleurs, participera pour l'ADF notre directrice générale des services. Donc voilà, beaucoup de travaux pour l'année 2013. Je ne sais pas ce qu'il en sera demain, d'autant plus que tout cela sera abordé dans le cadre du projet de loi sur la dépendance et l'autonomie qui viendra au Parlement dès le début de l'année 2014. Mais il faut se battre, il faut convaincre. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'œuvrer ensemble pour l'intérêt des départements. Et j'ai observé que le Président de la République était très conscient, et pour la cause, il la connaît bien pour avoir exercé cette fonction, pour que là, nous ayons définitivement une certaine sérénité pour l'action des départements. Sinon, effectivement, nous serions de plus en plus en difficulté. Voilà, profitez de cette opportunité pour vous donner ces informations. Bien, mes chers collègues, il n'y a pas à voter sur cette première délibération, mais il peut y avoir, pourquoi pas, des interventions ou des demandes d'explications complémentaires. Pas de demande de parole. Bien. Alors, nous en venons à la commission des solidarités territoriales. Je vais demander à Michel Brémond, son président, de me rejoindre avec Loïc Raoul et Paul Kéméré. Et nous allons aborder la première délibération qui concerne se déplacer en Côte d'Armor à propos de la convention de financement relative au projet ferroviaire Rennes-Brest, Rennes-Quimper et Rennes-Nantes-Bretagne Sud. Alors, vous avez la délibération qui s'affiche. Écoutez, si elle ne s'affiche pas, je ne vais pas la relire, mais c'est simplement vous rappeler la délibération proposée, c'est d'approuver le projet de convention pour l'améliorer les liaisons ferroviaires et nous permettant de participer aux modalités d'organisation et de financement du débat public obligatoire entre convention le préfet de région, le directeur régional de RFF, et notamment sur la desserte TGV pour l'ensemble des gares costarmoricaines. On entend par gare Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret, Trégor-Lannion. Autoriser le président à signer les conventions relatives au financement des pôles d'échange multimodaux Saint-Brieuc-Guingamp, avec Guingamp Communauté, et puis la création d'une autorisation de programme de 30 000 € au titre du débat public et de 9 000 € de crédit de paiement sur l'exercice 2012. Voilà, toute une procédure administrative et une délibération pour m'autoriser à signer sur ce grand projet national et pour la région du Grand Ouest. Est-ce que sur ce projet de délibération, vous avez des demandes d'information, voire un point de vue à exprimer?
Monsieur le Président de la Commission, pas de commentaires particuliers. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Monsieur Vaspart et Monsieur Robert. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, juste un mot pour un peu redire, mais je crois qu'en ce moment c'est peut-être nécessaire de le faire, redire les interventions qu'on a pu déjà réaliser ou faire sur ce sujet. Je voudrais rappeler, on voit que sur le rapport que vous nous avez écrit et transmis, vous parlez effectivement de l'engagement nécessaire du Conseil général pour la remise en état des voies secondaires. C'est écrit dans le rapport. Moi, je voudrais rappeler quelle a été à plusieurs reprises notre position sur ce sujet. Rappeler notamment que, mais je pense que c'est important de le rappeler assez fortement, que la solidarité bretonne va s'exercer avec la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes, puisque tous les Bretons passent par Rennes pour aller à leur destination. Donc c'est bien un financement mutualisé où chacun est appelé, et ça profitera à l'ensemble des Bretons. Les Brestois et les Quimpérois auront leur trajet raccourci de la même manière que ceux qui sont à Rennes, à Vannes ou à Saint-Malo ou à Saint-Brieuc. Donc cette mutualisation existe. Je suis pour ma part très réservé, je le dis, très réservé sur le nécessaire montant et moyens financiers à mettre en œuvre pour faire la ligne à grande vitesse entre Rennes-Quimper et Rennes-Brest. Si nous avons les moyens de tout faire, pourquoi pas? Mais il ne faut en aucune manière que ça soit au détriment de la remise à niveau des voies secondaires. Voilà quelle est, en tout cas, la position que j'ai pu développer depuis déjà de nombreux mois, sinon plus d'un an ou deux. J'en profite également pour dire, puisqu'il y a un projet ferroviaire également grande vitesse pour desservir le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est le sujet du moment, je tiens à dire aussi que j'étais à l'époque nantais lorsque j'étais tout gamin et qu'on en parlait déjà. Et qu'il est dommage, c'est en tout cas mon avis personnel, il est tout à fait dommage que cet aéroport ne se soit pas fait plus vite, parce que ça fait 40 ans qu'on en parle, et que l'Ouest serait autrement mieux désenclavé s'il existait, là où il est prévu que le fait qu'il n'existe pas. Alors je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et je pense qu'il faut soutenir ce projet, et il faut que nous ayons le courage aussi, nous, de le soutenir. Je sais que dans votre groupe, il y a une division entre les Verts, les communistes et les socialistes, mais je crois, pour l'intérêt du Grand Ouest et de la Bretagne en particulier, que cet aéroport doit se faire. Voilà véritablement la position que je souhaitais exprimer en complément de la modernisation des lignes ferroviaires. Oui, merci Monsieur le Président. Profiter de cette thématique pour m'exprimer un petit peu sur le projet d'échange multimodal de Guingamp et rappeler à quel point c'est un sujet d'importance pour notre territoire, un équipement qui s'adressera en particulier à un tiers de la population du département, 200 000 habitants. Donc la collectivité, comme les autres conseils généraux, accompagnent plusieurs projets sur leur département. Donc pour nous, il y a deux projets que la collectivité a choisi d'accompagner, donc Saint-Brieuc et Guingamp. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Guingamp, il y a beaucoup d'inquiétudes et d'inconnus, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où les travaux pourront être menés compte tenu des accompagnements financiers qui sont accordés. Et j'aimerais qu'on poursuive un petit peu la réflexion et voir si la solidarité départementale pourrait également tenir compte du potentiel fiscal qui est différent entre Saint-Brieuc et Guingamp. Et quand on parle de solidarité fiscale, je pense que c'est une donnée qu'on peut aussi prendre en compte et faire en sorte que l'équipement de Guingamp puisse se réaliser dans les meilleures conditions.
Voilà, merci Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que, au travers de ce rapport, qui n'est pas qu'administratif, nous abordons un des sujets majeurs pour notre région et, ce faisant, pour notre département. C'est cette fameuse réalisation du LGV qui devrait permettre en 2017 un gain de 37 minutes entre Rennes et Paris, soit un trajet qui sera de 1h26. Évidemment, cela changera sensiblement la donne pour notre région, non seulement pour Rennes, mais pour nous tous. Évidemment également, ce projet n'est qu'une étape. Espérons que les calendriers seront respectés. Ces calendriers ont été définis et espérons qu'ils seront respectés. J'entends parfois le ministre du Budget nous dire que l'ensemble des projets des TGV ne pourront être tenus. L'essentiel pour nous, c'est que le nôtre soit tenu et que le respect des engagements intervienne. Et je suis convaincu que nous tous militerons dans ce sens. Le point également qui nous intéresse, c'est qu'au-delà de Rennes, il convient d'aménager 2 éléments. Le Rennes-Nantes, et je souscris tout à fait au propos qui a été tenu par Michel Vaspart tout à l'heure, l'enjeu de cet aéroport est tout à fait essentiel et j'espère que la majorité sera dans son ensemble fidèle à ce projet auquel nous tenons. C'est un projet qui nous concerne tous. Il s'agit là d'un aéroport dont le but ne sera pas de relier Nantes ou l'intersection Nantes-Rennes à Paris, mais bien de relier notre région à Londres, à Milan, à Barcelone, aux États-Unis, etc. Donc à jouer la capacité de l'internationalisation auquel nous tenons. Nous avons fait le choix de l'internationalisation, encore faut-il s'en donner les moyens. J'espère également que le gouvernement, et en particulier les services du ministère de l'Intérieur, sauront être un peu plus habiles pour éviter les démonstrations de force qui nuisent de fait à ce projet et dont nous sommes régulièrement les témoins actuellement à la télévision. Alors, le sujet maintenant pour nous, c'est le Rennes-Brest et le Rennes-Quimper, plus précisément le Rennes-Brest. Je crois qu'il faut que nous réaffirmions que dans notre département, il y a bien 4 gares. Il y a Saint-Brieuc, bien évidemment, il y a Guingamp, ce ne sont pas les gares les plus exposées, mais il y a aussi Plouaret et il y a aussi Lamballe. Pourquoi ces gares sont-elles exposées? Parce que, effectivement, nous subirons une pression des Brestois qui se reporteront plus massivement sur le trafic ferroviaire et qui diront, puisque cette ligne est faite, chintons les arrêts, réduisons-les. Alors le problème ne se posera pas trop, heureusement, pour Saint-Brieuc, mais il pourrait se poser pour les autres gares, et en particulier pour Plouaret et pour Lamballe. Permettez-moi d'insister un peu plus sur Lamballe. D'autant que l'un des sujets, c'est de permettre des voies nouvelles, et vous savez qu'il y a pour ces voies nouvelles différents scénarios, et vous savez également que les scénarios ne sont pas comparables pour ce qui est de Lamballe, puisque le scénario dit scénario C interdit un arrêt du TGV à Lamballe, alors que les scénarios A et B respectent la gare de Lamballe. Donc ce que je souhaite, moi, c'est que notre Assemblée dise clairement sa volonté de permettre la continuation des 4 voies, et en particulier des 4 gares, pardonnez-moi, et en particulier la continuation de l'activité à Lamballe. Ceci a des incidences sur le choix des scénarios de travaux pour la partie de la ligne entre Rennes et Brest, on se comprend bien. Donc le scénario C est de ce point de vue catastrophique, les scénarios A et B sont convenables sous réserve d'aménagement, mais on est dans l'ordre du possible. Voilà les quelques éléments que je voulais vous indiquer. Sur cette voie TGV, nous ne sommes pas observateurs, nous sommes acteurs, et je souhaiterais que nous le soyons. D'abord parce que nous sommes citoyens, ensuite parce que nous sommes bretons et contribuables de l'État et de la région, mais aussi parce qu'en tant que tel, notre Conseil général a accepté de mettre sa part et sa contribution. C'est pas pour voir passer les trains, hein, c'est gentil de voir passer les trains, c'est pour qu'ils s'arrêtent chez nous et qu'ils respectent la logique de notre aménagement du territoire, qui est une logique où tout ne se passe pas à la préfecture, chef-lieu, mais où les choses se passent aussi à Guingamp, ça va de soi, à Plouaret,
je le redis aussi pour nos collègues, et ça m'intéresse tout spécialement, à l'emballe. Donc ça exige un contrôle, ça exige une présence, ça exige peut-être à certains moments, de notre part à tous, et de votre part en particulier, Monsieur le Président, puisque vous êtes l'exécutif de notre collectivité, un degré d'exigence très prononcé pour que, dans le choix des itinéraires, et demain, dans le choix des modes d'arrêt des différents trains, nos gares soient respectées, et en particulier l'emballe. Marie-Christine Clairet et Sylvie Bourbigo. Merci, Monsieur le Président. Je ne pouvais pas laisser seulement Monsieur Le Fur parler de l'arrêt TGV à Lamballe, à savoir qu'aujourd'hui, tous les arrêts TGV ne se font pas à Lamballe, mais nous en avons certains et nous savons que nous avons une zone d'attractivité qui va du secteur de 5A en passant par tout le secteur côtier qui viennent justement régulièrement prendre ce TGV. D'ailleurs, nous avons prévu des améliorations en tant que place de stationnement pour accueillir les voyageurs. J'attirerai aussi l'attention, mais je crois que ça c'est aussi un des avantages de ce LGV, c'est que pour nous, il y a bien sûr la continuité vers Paris, mais il y a aussi l'augmentation du nombre de TER, puisque nous avons de nombreuses personnes qui choisissent d'habiter sur l'Emballe et ses environs, parce qu'ils peuvent aller travailler, que ce soit vers Rennes, vers Saint-Brieuc, Guingamp. Et l'augmentation des navettes TER, pour nous, est également un sujet d'importance et contribue aussi à l'équilibre des territoires. Nous savons que nous n'aurons pas tous les arrêts TGV, nous souhaitons garder ceux qui existent, mais nous souhaitons aussi, pour le quotidien de nombreuses personnes, eh bien, leur faciliter les allers-retours et développer encore cette façon de se déplacer, que ce soit vers Dinan, Rennes, Guingamp et voire plus loin, puisque aujourd'hui, c'est un moyen de transport de plus en plus usité et qui contribuera à l'équilibre sur nos territoires. Merci, Monsieur le Président. Sylvie Bourbigo, Gérard Quillin. C'est bon, merci. Merci, Président. Je vais rebondir sur les propos de Marie-Christine pour dire qu'effectivement, le problème n'est peut-être pas tant dans le nombre d'arrêts de la ligne TGV, mais dans la façon d'accéder rapidement et efficacement à ces arrêts. C'est peut-être pas la peine de multiplier des arrêts, puisque de toute façon, nous allons avoir un temps qui va s'augmenter si on les multiplie, mais bien dans la facilité d'accéder à ces arrêts-là, qu'on soit sur tout le territoire, là je parlerai de l'Agnon notamment, où effectivement la mise en place de lignes TER efficaces, bien cadencées par rapport aux arrêts TGV, même sur Saint-Brieuc, pourquoi pas, est beaucoup plus important que d'avoir des arrêts partout sur le territoire qui ne seraient effectivement qu'une fois dans la journée ou des choses comme ça. Sur l'autre chose qui me semble très importante, c'est par rapport aux aéroports, de pouvoir aussi mettre en place, et ça, demander fortement à RFF de le faire, un arrêt à Guipava, c'est-à-dire de mettre une gare à Guipava, nous permettant, à nous, Costarmoricaines, de pouvoir aussi utiliser l'aéroport de Brest de façon plus simple. Alors, c'est vrai que ça n'existe pas, qu'il faut aller jusqu'à Brest, jusqu'à l'heure actuelle, pour pouvoir remonter ensuite à l'aéroport. Je pense que beaucoup de nos concitoyens seraient intéressés par avoir une gare sur Guipava, leur permettant d'accéder plus facilement à l'aéroport de Brest. Sur la partie desserte ferroviaire du futur aéroport Grand Ouest, je voudrais simplement, et vous ne vous en étonnerez pas, demander à ce que, tout d'abord, avant que de s'engager dans cette voie-là, on puisse prendre le temps de revoir ce dossier complètement. Les images que vous qualifiez de difficiles, Monsieur Le Fur, ne sont pas si terribles que ça. Ce sont simplement des demandes justifiées à mon sens, mais ça c'est moi qui m'engage là-dessus, de pouvoir revoir le dossier de but en blanc et de voir si effectivement un aéroport à Notre-Dame-des-Landes est justifié dans le contexte actuel.
ce qui était peut-être correct il y a quelques années, ne l'est sans doute plus maintenant, à vie personnelle. Donc de revoir ça avant que de s'engager sur la mise en place d'une desserte ferroviaire trop rapidement. Merci. Gérard Quillin. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur Le Fur de parler de Ploirette. Une petite parenthèse, je vous ai écouté cette nuit sur la chaîne 13, je ne partage pas du tout votre intervention d'hier à l'Assemblée nationale. Mais quand vous parlez de Ploirette, il n'y a aucun problème, même si vous préférez Lamballe. Alors rassurez-vous, à Ploirette, les TGV s'arrêtent et s'arrêteront. Sinon, on recommencera la bataille du rail. Comme à Lamballe. Allez-y. Mais ça tombe bien, puisque hier soir, nous avons approuvé en comité de communes l'avant-projet définitif de l'aménagement de la gare. Et dans cet avant-projet, il y a une première phase de 300 000 € pour faire des parkings, pour aménager la gare. Et dans cet premier aménagement, la région apporte 20% et le Conseil général apporte près de 30% au niveau du contrat de territoire, c'est-à-dire 79 000 €. C'est tout ce que je voulais dire ici, puis souligner à l'intérieur du contrat de territoire dans la solidarité départementale. Voilà, merci. Gérard Leclerc. Oui, merci, Président. J'aurais une question concernant l'aéroport de Lannion, puisque nous sommes dans les transports actuellement. Là, donc, j'aimerais bien savoir où on en est de la situation, puisque on nous demande une fois de plus d'abonder à hauteur de 400 000 € donc pour tenter d'assainir cette situation déficitaire en permanence. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu le point là-dessus, parce que je trouve que Airliner, donc, qui est une filiale d'Air France, et donc Air France a souvent des lignes qui, par définition, ont des bénéfices, et heureusement pour Air France. Mais nous ne sommes jamais associés au partage des bénéfices. Il n'y a pas de péréquation, en fait. Nous sommes toujours associés, par contre, à combler les lignes déficitaires. Donc, je me demande tout simplement si à un moment, il ne va pas falloir non plus atterrir à ce niveau-là, parce que jusqu'où peut-on aller dans ce puits sans fond? Bien, Monsieur Le Fur, de nouveau. Merci, Monsieur le Président. Non, simplement, en évoquant Notre-Dame-des-Landes et en évoquant les images, mes chers collègues, je constatais le déploiement de forces publiques, je constatais les moyens utilisés par les forces publiques, peut-être un peu déplacés. Si ceci s'était fait à d'autres époques avec un gouvernement de droite, que n'aurions-nous entendu? Que n'aurions-nous entendu? Il l'aurait fait, de toute façon. Mais bon, il faut peut-être apprendre à M. Valls à être plus soucieux de dialogue. Alors, je voulais également, je me permettais, c'est pour ça que j'intervenais, quand on évoque le TER, tout le monde est d'accord sur le TER, il faut concourir à son développement, etc. Mais attention dans notre propos, parce que le TER, c'est le piège qui nous est tendu. On va nous dire, vous n'aurez plus guère de TGV, vous les verrez passer, ils s'arrêteront un peu moins, mais en contrepartie, vous aurez des TER. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Parce que nous passerions de la Ligue 1 à la Ligue 2. Nous n'aurions plus des voies nous permettant un accès plus direct aux grands centres européens, mais nous aurions simplement un TER dans une logique de déplacement quotidien. Et ça, ne tombons pas dans ce risque, soyons très exigeants sur le maintien non seulement de la ligne, tout le monde est d'accord là-dessus, mais également des arrêts qui ne peuvent concerner pas uniquement Saint-Brieuc, pas uniquement Guingamp, mais aussi Plouarette, merci mon cher collègue Quillin, et puis bien sûr Lamballe. Je crois que ceci devrait faire l'unanimité dans cette Assemblée. Vincent Lemot et Christian Provost ensuite. Oui, ce n'est pas M. Le Fur qui donnera des leçons de concertation et de démocratie, surtout sur un sujet comme celui-là, où effectivement la question est sur la table départementale depuis de nombreuses années, notamment la question de la desserte de nos territoires par les moyens de transport. Et pas de leçon, d'autant que je crois que la situation l'exige aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir à un aménagement du territoire
qui nous amène à poser les bonnes questions. Je me suis déplacé là, à plusieurs reprises dans l'Est de la France et effectivement, j'ai pu constater le travail fait par les collectivités de l'Est, qui permet maintenant d'avoir un TGV pour aller à Strasbourg dans de bonnes conditions, et de constater que les lignes à très grande vitesse qu'ils ont mises en place ne desservaient que très peu de gares et très peu de villes, 2 maximum, 3 maximum. Alors sur ce sujet-là, je crois que nous devons faire œuvre de discussion avec la région, avec l'État et effectivement avec Réseau Ferré de France qui est, je crois, à la manœuvre pour pouvoir notamment desservir les gares secondaires. Et les gares secondaires, effectivement, c'est celles qui intéressent aujourd'hui la discussion, Lamballe, Ploarec, mais je dirais même un peu plus loin, moi, les secteurs comme Paimpol, comme Carhaix, ils sont effectivement sur un réseau. Oui, ils sont sur un réseau qui ne sont pas desservis par le TGV, monsieur Le Fur. Donc la question, c'est de savoir comment organiser un transport régional qui permette de desservir de façon cohérente et de façon régulière ces territoires qui sont effectivement un peu éloignés du réseau principal TGV. Et ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. Alors c'est vrai que ce que j'ai pu voir dans l'Est de la France, c'était d'aller au plus vite, donc de desservir 2 ou 3 gares maximum. Et quand je me suis rendu donc à Nancy et à Metz, il a fallu que je prenne des navettes pour me rendre dans les villes de Nancy et de Metz. Et le TGV se situe effectivement au milieu de ces 2 villes qui sont distantes d'une centaine de kilomètres. Le TGV et l'avion atterrissant effectivement aussi au milieu de ces deux grandes villes de l'Est de la France. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les territoires comme vous avez tendance à faire, monsieur Le Fur, mais c'est toujours pour mieux exalter vos positions politiciennes. Mais il faut absolument trouver un compromis qui nous permette d'amener le TGV à Brest et à Quimper le plus rapidement possible et ensuite de réfléchir effectivement à la desserte des territoires et pas simplement que les villes qui sont positionnées sur la ligne du TGV. Moi, je m'interroge aussi sur Paimpol et sur Pontrieux, comment pouvoir maintenir une ligne qui soit en capacité d'irriguer au mieux le territoire costarmoricain. Et pas simplement que 2 villes que vous avez citées, tant mieux pour Ploarec et Lamballe, mais il y a d'autres territoires en Côte d'Armor. Christian Provost. Oui, Monsieur le Président, moi, sur ce dossier, j'ai aussi, comme tout à chacun ici, ma vision des choses. Effectivement, en entendant les propos de Vincent Lemot, j'ai été surpris, pour une fois, de ne pas entendre Marc Le Fur parler de l'Oudéac. Car moi, curieusement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis assez perplexe sur cet LGV. Je le dis depuis le départ. Je vais, comme certains ici, de temps à autre à Paris. Je ne suis pas convaincu que de gagner 20 minutes, que cela permettrait de changer la donne. Je vais plus souvent, en passant par l'Oudéac, voir mon fils à Zazac-le-Cris, qui m'arrive de mesurer, de penser effectivement, même si ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, que dans le programme Triskel, celui-là aussi écrit depuis bien longtemps, eh bien, il sera nécessaire d'arriver un jour à cette transversale bretonne ou perpendiculaire bretonne, suivant comment on se positionne sur la carte, d'arriver à une 2 fois 2 voies. Mais moi, je suis un ardent défenseur de considérer que le TGV ou LGV, suivant comment on veut appeler ça, puisse s'arrêter à Rennes, à mes yeux. Moi, c'est mon point de vue. Et ensuite de mettre en œuvre, en Bretagne, comme dans d'autres domaines. C'est pour ça que personnellement aussi, je suis plutôt favorable, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à fermer l'Agnon, l'aéroport de Saint-Brieuc, c'est déjà fait, d'avoir un aéroport très fort à Notre-Dame-de-la-Lande, pour tout un peu, parce qu'aujourd'hui il faut placer la Bretagne au niveau de la planète, et puis seulement au niveau de la France, mais ça aussi vous en avez parlé, bon, au passage je dis ça, une ligne s'arrêtant à Rennes, et de mettre en œuvre, eh bien, des transports multimodaux de grande richesse à tous les niveaux, c'est pas seulement la rapidité, et en particulier, moi, je pense qu'il faut rouvrir la ligne de chemin de fer Saint-Brieuc, Zazac-le-Cris, Vannes, l'Oudéac. Mais je le pense sérieusement. Et ceux qui reprennent mes propos ici dans l'Assemblée, alors l'autre jour, quelqu'un souriait en rappelant que je voulais aussi ouvrir
la ligne, il y a une autre ligne d'ailleurs que je parle de cette ligne-là allant jusqu'au Légué d'ailleurs. Je le rappelle aussi. Quand je suis au conseil municipal, j'aime bien rappeler que cette ligne, voilà. Et quand certains sourient en disant oui, Christian Provost veut aussi rouvrir l'ancien petit chemin, petit train des Côtes du Nord là, de Bouteville à Cesson, oui, mais là dans un programme touristico-développement, nous verrons ça plus tard. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, je suis plutôt adepte de ça et de mettre en place des échanges. Je pense que l'enjeu, et je vais même aller plus loin. Souvent, je disais l'autre jour, c'est à Charles Josselin que je disais ça, mais je pourrais vous dire la même chose. Vous êtes en politique depuis longtemps. Vous auriez dû même vous battre, on aurait dû se battre les Bretons pour que la capitale de la Bretagne se trouve entre Loudéac et Pontivy. Je le pense aussi. Je le pense aussi. On ne serait peut-être pas justement dans cette mauvaise dichotomie aujourd'hui entre Rennes. On voit ce que ça a donné, le développement aujourd'hui de... Enfin, c'était l'ère du train et tout ça. Voilà, moi, ce n'est qu'une analyse de Béotien. Peut-être qu'effectivement, j'ai tort, mais je pense quand même avoir une vérité dans ce domaine. Et je crois que dans un contexte aujourd'hui budgétaire où effectivement il nous faut prendre des décisions politiques d'importance à tous les points de vue, je crois que sur toutes les politiques, eh bien, oui, je vois bien que c'est pour moi que vous prenez en photo, Monsieur Le Fur, mais vous devriez pourtant enrichir fortement votre comment dirais-je, panoplie de stars et de vedettes. Il faudrait quand même que vous gardiez ça en mémoire. Voilà. Mais voilà, j'ai donné mon petit couplet, moi aussi, comme beaucoup d'entre vous. Je vois Gérard Louette est aux anges. Il y a Christian Provost qui parle de Loudéac, mais je ne parle pas Loudéac en tant qu'autonomiste. Je parle de la Bretagne, qui m'est chère. Je parle un petit peu de cet équilibre qu'il faut trouver et dans lequel ensuite nous devrons, dans le cadre là aussi, d'un sujet sur lequel nous aurons à discuter, à débattre, de la réforme territoriale, de savoir à quel moment, dans le cadre des compétences, la région doit être chef de file et assumer pleinement son rôle, et ne pas non plus toujours considérer que lorsque quelque chose se passe dans les départements, c'est les départements qui doivent payer, alors qu'il y a des moments, l'ancrage régional doit se faire dans tous les départements bretons. Voilà. Gérard Rouet. Merci, Monsieur le Président. Ah, c'est vrai que je vais commencer par Christian. Je t'achèterai un deuxième CD quand tu vas nous mettre tout ça en musique. Hein, j'ai acheté le premier, mais c'est très sympa, là, ta défense. Oui, ok, bien. Alors, j'ai adressé, Monsieur le Président, je vous ai adressé une lettre le 13 novembre. Bon, je n'ai pas eu de réponse à ce jour-là. Mettant que dans le cadre du contrat de projet État-région signé le 22 avril 2007, le Conseil général s'était engagé à favoriser les transports alternatifs à la route par l'intermodalité et le transport modal. Concrètement, le département avait prévu d'investir 8 millions d'euros dans la modernisation de la ligne fret entre Saint-Brieuc et Auray via Loudéac et Pontivy. Pour la lecture du rapport et le rapport d'aujourd'hui, je me dois de constater que le Conseil général manque à ses promesses, tandis que dans le même temps, le Conseil général du Morbihan investit 4 millions d'euros sur l'axe ferroviaire nord-sud. Alors, quand est-ce que le Conseil général des Côtes-d'Armor va prendre au sérieux le désenclavement du centre-Bretagne et soutenir nos entreprises? Le fret ferroviaire est un enjeu important pour la Bretagne intérieure et nos entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire. C'est pourquoi il est impératif que tous nos pouvoirs publics investissent massivement afin de développer les solutions de transport alternatifs à la route. La voie ferrée nord-sud, ce qu'a dit Christian, existe et mérite d'être remise en fonction afin d'assurer la liaison des ports de Saint-Brieuc, Lorient, Donge. Voilà un investissement d'avenir pour la Bretagne. Je vous dis, le Conseil général du Morbihan, je me répète, a choisi d'investir 4 millions d'euros sur l'axe ferroviaire nord-sud. C'est très bien d'inscrire en autorisation de programme 31 millions d'euros par solidarité interdépartementale afin de financer la Bretagne grande vitesse. Ça va permettre de gagner 37 minutes entre Rennes et Paris. Bon, ça fait cher la minute, mais bon, j'ai le droit de le penser. La voie de chemin de fer en Loudéac et Pontivy, j'avais vu le maire de Pontivy aussi, qui était député, maintenant Jean-Pierre Leroc, qui au conseil régional était le référent, mais il n'est plus, puisqu'il a, par le cumul de mandats, il a renoncé à sa fonction, pour remettre déjà en circulation par le conseil régional
la voie ferrée entre Loudéac et Pontivy, vu l'importance de nos entreprises. 7500 salariés travaillent à Loudéac, la plus grande zone industrielle du département, 450 hectares. Et Pontivy, même symbiose. Donc la voie ferrée existe, elle mérite d'être mise en fonction. Voilà un investissement d'avenir. Et je vous demande donc, si possible, d'inscrire 4 millions d'euros, à l'instar du département du Morbihan, pour la modernisation de la ligne nord-sud et permettre ainsi le développement du fret ferroviaire. On verra dans un deuxième temps le trafic voyageur. Merci. De nouveau. Oui, excusez-moi, ça m'arrive rarement, mais c'est les circonstances qui me font réintervenir, puisque nous avons à la tribune un certain nombre de personnes qui évoquent leur opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le problème, c'est que le débat a eu lieu un petit peu avant qu'il rentre, même s'il se continue aujourd'hui. J'aurais presque souhaité, Monsieur le Président, que nous nous exprimions, celles et ceux qui sont plutôt favorables à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce que ça aurait moins le mérite de la clarté. Et puis vis-à-vis de celles et ceux qui ne sont pas en accord avec ce projet, ça aurait permis de voir que l'Assemblée, d'après ce que j'ai compris, en tout cas tout à l'heure, il y a une large majorité qui soutient le projet. Loïc Roswell. Merci, Président. Simplement pour dire, je souscris à ce qu'a dit Gérard Huette et à sa demande. Et puisqu'on parle d'échanges multimodaux et de transport ferroviaire, c'est vrai que le transport ferroviaire, et Vincent Lemot l'a rappelé, c'est vrai que c'est des pôles où on arrive à un certain endroit, une gare principale, et on dessert ensuite un réseau secondaire. Et dans le cadre de ce réseau secondaire, qui n'est pas si secondaire que ça, je m'inscris déjà et j'insiste pour que la 2x2 voies de la RD 700 soit un jour à l'ordre du jour. Merci. Il y a d'autres interventions avant de donner la parole au président de la commission, Michel Bremont. Oui, André Calistri. Oui, je voulais pas. Ça marche. Oui, je voulais pas intervenir. Et puis, c'est vrai que on peut avoir un grand débat ici au niveau de notre assemblée, savoir comment on voit sur Dinan, comment se raccrocher au TGV qu'on est en train de financer, mettre en place. Mais je voulais juste rappeler quelque chose, Monsieur le Président. C'est que depuis que la gauche est venue à la région, il y a eu un effort énorme qui a été fait sur les TER, et on le voit sur Dinan. On a réformé, on a travaillé sur ces lignes secondaires, et il est tout à fait normal, et Vincent Lemot le rappelait, qu'on doit faire le TGV, c'est sûr, mais bien sûr en concertation avec toutes les lignes qui sont autour pour qu'elles soient raccrochées et qu'elles puissent en profiter. On ne pourrait pas imaginer de faire un TGV si autour on était obligé de prendre la voiture pour aller le rejoindre s'il y avait déjà une ligne qui existait. Donc c'est une concertation entre nous, la région et l'État, et c'est une tripartite à travailler et à travailler ensemble. Et je crois que Vincent l'a bien mieux exprimé que moi. Je vous remercie. Bon. Vous ne serez pas surpris, Monsieur le Président, quand je vous dirai que je suis absolument d'accord avec tout le monde et que Christian Coyle me rejoindra. On inscrira au budget primitif 2013 l'ensemble des demandes concernant les mises à 4 voies, les trains partout, les PEM dans toutes les gares. C'est évident que nous allons nous précipiter pour voter tous ensemble et tous en cœur au BP 2013 l'ensemble des demandes qui émanent de l'ensemble des bancs de cette Assemblée. Pour être plus sérieux et pour revenir, je voudrais vous ramener à la délibération quand même fondamentalement. Il s'agit de 30 000 €, ça je pense qu'on peut le voter, pour participer au grand débat public. Et je m'associe complètement à Monsieur Le Fur quand il dit que peu importe les projets de TGV qui se font ailleurs en France, il faut absolument que le projet breton soit prioritaire en particulier par rapport à celui du Grand Ouest qui va à Bordeaux, mais c'est la ville de M. Juppé et on peut comprendre que M. Le Fur privilégie largement la Bretagne à Bordeaux par les temps qui courent. Je n'insisterai pas. Je voudrais simplement aussi dire que le sujet d'actualité, vous y avez touché du doigt les uns et les autres, le sujet d'actualité, Gérard Lahellec, dans une interview, vice-président à la région, dans une interview toute récente, a mis le doigt dessus, ça va être les TER. Aujourd'hui, dans un certain nombre de lignes, et en particulier, je pense au Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp,
Aujourd'hui, le TER est quasiment saturé. La route elle-même est totalement saturée. Le TER, à certaines heures, est saturé. Et la région va avoir des difficultés, semble-t-il, à assurer l'accroissement de trafic. Et dans un premier temps, ça va être le vrai problème. Deuxièmement, nous nous sommes engagés collectivement à faire cette LGV et donc cette voie nouvelle entre Le Mans et Rennes pour que nous ayons un TGV et que l'ensemble de la Bretagne bénéficie de ce gain de temps qui sera non pas de 20 minutes mais de 3/4 d'heure pour ce qui concerne globalement notre département pour aller symboliquement à Paris, mais tout le monde ne va pas à Paris comme chacun le sait. Le projet qui est là, le grand débat public, il ne faut pas se tromper, il est à horizon 2025 et pour le moment, il n'y a pas l'ombre d'un début de financement de ce projet. Il s'agit de choisir, d'abord de dire si oui ou non on est d'accord avec ce projet, hein, et deuxièmement, si nous sommes dans le cadre du débat public, si nous sommes d'accord, choisir les différents schémas. Le schéma qui est privilégié. Dans les schémas, il y a la création de voies nouvelles, puisque la région avec l'opérateur ont renoncé au TGV pendulaire. Je change au TGV pendulaire qui faisait gagner du temps. Et donc, il faut construire, pour continuer à gagner du temps, je ne prends pas parti sur l'opportunité ou non de le faire, mais si on veut gagner du temps, 1/4 d'heure, 20 minutes pour Brest et Quimper, les Brestois et les Quimpérois semblent extrêmement attachés à ce gain de temps. On peut les comprendre. On ne partage pas forcément, ça, les opinions pourront être divergentes, mais ils souhaitent effectivement qu'il y ait toujours ce gain de temps d'1/4 d'heure, 20 minutes. Pour ce faire, il faut construire des voies nouvelles et il y a plusieurs schémas. Et dans les schémas, et là, on aura un avis de principe sûrement à donner quand même si, je répète, l'horizon est de 2025, les schémas ne sont pas du tout indifférents. Les coûts non plus, puisque les coûts vont de 2,8 milliards d'euros, coût estimé 2013, 2012, 2025, ça sera probablement un petit peu différent. Ça va de 2,8 millions à 5,5 millions, 5 milliards et 2,8 milliards d'euros à 5 milliards et des poussières pour l'annexe C. Quant à celui qui évoque un tracé possible jusqu'à Châteaulin, lui, il n'a pas été chiffré parce qu'il est, j'ai envie de dire, même aujourd'hui, complètement inatteignable sur le plan financier. Et dans ces options, il y a 2 sous-options qu'il faut regarder de près. C'est le Chinte de Lamballe, on en a parlé, et là, il faudra qu'on se prononce sûrement sur le principe. Et d'autre part, il y a le Chinte éventuel de Rennes pour l'ensemble de la côte nord, pour aller vers Nantes et pour aller vers AGO, l'aéroport du Grand Ouest. Alors, le Chinte, ça permettrait, si on reste dans cette hypothèse, de ne plus passer par Rennes pour aller à Nantes. Donc, pas d'arrêt à Rennes, pas de changement de train, et donc toute la côte nord serait reliée directement à la côte sud de Bretagne par une voie qui éviterait Rennes. Gain de temps considérable et meilleure desserte de l'aéroport du Grand Ouest si celui-ci doit se faire. Donc voilà, l'enjeu, il est là, notre participation au grand débat public, et il nous faudra donner un avis dans le cadre du grand débat public sur ces projets qui, encore une fois, devraient voir le jour guère avant 2025 et qui, aujourd'hui, ne sont pas financés. Donc, on est bien dans des sujets d'avenir. Deuxièmement, concernant l'aéroport de Guipava, effectivement, l'aéroport n'est pas du tout branché sur la voie ferrée, c'est l'histoire, c'est le fruit de l'histoire. Il n'est pas prévu du tout dans les cartons de la région ni de la SNCF de le brancher. Par contre, il y a un travail à faire sur une liaison du tram de Brest qui ne va pas jusqu'à Guipava et sur lequel il y a probablement un travail à faire pour que le tram permette un branchement sur Guipava.
les voies dites secondaires. Aujourd'hui, le département des Côtes-d'Armor a la singularité par rapport aux autres départements bretons d'avoir beaucoup de voies en étroit. Et le Conseil général avait fait extrêmement attention à ne pas démonter ces voies. Aujourd'hui, on a le Calac, enfin Carré-Calac, Guingamp, Papol, Pontrieux, Pleuc du Trieux, Papol. On a la ligne de Loudéac qui est en partie démontée. On a la ligne de Lamballe, Dinan-Dole. On a donc un certain nombre de voies dites secondaires et on a bien sûr la voie Plouaret-Lannion, j'oubliais, sur laquelle des travaux vont démarrer. On s'est engagé pour le moment sur Plouaret-Lannion. On s'est engagé sur Pleudillin-sur-Rance, Dinan. On nous demande désormais d'aller plus loin sur d'autres voies, mais on nous demande beaucoup de choses et il faudra que nous puissions arbitrer sur un certain nombre de questions. J'entends bien la revendication de l'UDEAC qui veut à la fois la 4 voies, le train. On ne va pas demander l'aéroport pour le moment, mais pourquoi pas. Je rappellerai simplement que dans un passé récent, le Conseil général a consacré plus de 60 millions d'euros rien que sur la voirie péri-loudéacienne et qu'il n'y a pas que l'UDEAC dans le territoire costarmoricain et qu'il faut assurer l'équilibre des investissements dans les territoires. Concernant l'aéroport de Lannion, les nouvelles ne sont pas forcément extraordinaires. On nous a demandé, vous le savez, une subvention complémentaire pour équilibrer la ligne jusqu'en septembre 2013 à hauteur pour le Conseil général. Je ne parle pas de ce qui a été demandé à l'ensemble des collectivités. Pour ce qui nous concerne, nous a demandé 400 000 euros complémentaires pour assurer l'équilibre de la ligne jusqu'en septembre 2013. Le syndicat mixte de l'aéroport de Lannion, hier soir, a délibéré pour relancer une OSP, DSP pour après septembre. Qu'en sera-t-il on verra. L'OSP part, on verra s'il y a le financement et les propositions des compagnies qui vont bien. Donc, réponse dans les mois qui viennent. Mais les nouvelles s'accumulant, on a des demandes qui aujourd'hui nécessitent d'être clarifiées sur un budget supplémentaire concernant une DM, concernant le fonctionnement de la plateforme aéroportuaire de Lannion pour 2012 et qui serait une demande relativement conséquente et pour lesquelles nous serons amenés à rediscuter dans les jours qui viennent. Et dernière chose, concernant l'aéroport du Grand Ouest, je vais répondre à titre strictement personnel. Le Conseil général des Côtes-d'Armor n'a jamais été interrogé et officiellement et n'a jamais eu à prendre position à ce sujet, ce qui semble assez logique puisque la collectivité n'est pas directement intéressée sur financièrement intéressée sur cet équipement. Économiquement, c'est autre chose. La seule chose que je dirais à titre personnel, c'est de constater que cet équipement qui est prévu depuis une quarantaine d'années a toujours été dans les programmes des différents candidats aux élections démocratiques qui se sont passées sur le territoire, y compris élections récentes, et que les consultations démocratiques ont amené ces candidats à être élus avec ça dans leur programme. C'est le seul commentaire que je ferai. Et donc, à titre personnel, je suis sur le plan du développement économique solidaire de cette décision de principe. Alors, sur les modalités, c'est autre chose. Mais sur la décision de principe, je suis solidaire. Bien. Merci. Alors, mes chers collègues, nous partons d'une délibération qui concerne des conventions financières et qui, en droit, doivent autoriser le président de notre Assemblée départementale à pouvoir les paraffer avec l'État et les autres collectivités territoriales. Et je pense que c'était une opportunité pour les membres de l'Assemblée
de s'exprimer sur l'enjeu de l'aménagement du territoire breton et en ce qui concerne costarmoricain, mais aussi sur l'actualité du moment en ce qui concerne un grand projet, celui de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, il y a une expression ici dans les tribunes, muette peut-être, mais explicite, qui se fait de façon très républicaine et démocratique. Mais j'y reviendrai dans quelques instants sur le débat souhaité sur un sujet aussi important que celui-là. D'abord, quelques mots sur les enjeux des déplacements dans le Grand Ouest, en Bretagne et dans notre département proprement dit. On ne peut aborder toutes ces questions que sous le sceau de l'intermodalité. Quand on est un département maritime, il faut avoir aussi à l'esprit, quand on parle des déplacements des hommes, des femmes et des marchandises, eh bien, le transport maritime et notamment le développement de nos infrastructures. C'est la route également, et des projets sont sans cesse sollicités, ce n'est pas illégitime, sur l'armature routière départementale et voire branchée sur les autres départements bretons. C'est le faire, pas simplement avec la ligne à grande vitesse, mais dans une complémentarité intelligente entre les lignes à grande vitesse, mais aussi les TER, qui aujourd'hui sont de la compétence des conseils régionaux et spécifiquement en Bretagne, du Conseil régional de Bretagne. Et d'ailleurs, des efforts conséquents ont été réalisés pour la desserte de nombreuses gares, non pas secondaires, mais dans l'aménagement du territoire. Je pense à Lamballe, mais aussi à Carhaix, à Guingamp, à Paimpol, à Lannion, Plouaret. Et là, on sait, c'est essentiel, y compris la ligne qui va de Lamballe à Dinan par Planquette pour aller plus loin sur la ligne de Saint-Malo par Dole pour rejoindre Rennes. C'est l'aérien, c'est l'actualité. Autour déjà des aéroports que nous connaissons, celui de Brest, celui de Saint-Brieuc, qui n'est pas fermé, qui existe pour notamment les avions d'affaires et le transport de certaines marchandises. C'est l'aéroport de Lannion, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis, c'est le futur projet de Notre-Dame-des-Landes dont on parle depuis des dizaines d'années et qui aujourd'hui arrive dans sa phase de concrétisation. Et le maritime, j'en ai dit quelques mots. Alors, Marc Le Fur n'est parti, mais alors qu'il nous interrogeait sur ce sujet, Michel Brémond a déjà eu l'opportunité de lui répondre et je vais confirmer. D'abord, il faut estimer qu'il n'y a pas une gare départementale pour le TGV, il y a des gares départementales. C'est Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret, Lannion. C'est l'ensemble des quatre qui constituent les portes d'entrée pour pouvoir accéder à la ligne à grande vitesse. Et on sait bien que les habitants, qu'ils soient de l'est du département, du sud-est ou du sud-ouest, voire du centre, ils viendront dans l'une ou l'autre de ces gares, et d'où la recherche d'un bon cadencement complémentaire, et là aussi avec l'idée quelquefois du TER, parce qu'on peut avoir des TER qui précèdent notamment lignes à grande vitesse, pour pouvoir là aussi partir de Lannion, ce qui explique un certain nombre de travaux pour permettre une accélération des TER sur la ligne entre Lannion et Plouaret, avec 10 millions d'euros de travaux sur lesquels nous avons décidé de nous engager à côté de la région sur les lignes dites secondaires, et qui sont là aussi extrêmement importantes. L'engagement a été pris, l'engagement est respecté, nous le verrons dans le cadre du budget primitif, où des moyens financiers conséquents, dans un contexte, n'est-ce pas, Monsieur le Vice-président en charge des Finances, contraint, et plus, et pour autant, nos engagements seront tenus. J'entends bien Christian Provost dans sa libre pensée et expression, mais aujourd'hui, l'Assemblée a délibéré et on ne peut pas revenir en arrière sur les décisions qui sont les nôtres. Il n'en reste pas moins que sur les lignes qui vont de Lamballe, Planquette, Dinan, alors que là, on n'est non pas sur des infrastructures nouvelles, mais ne serait-ce que de l'entretien qui relève de Réseau ferré de France, je pense que la coupe est un peu pleine, où on est obligé, quelque part, de pallier aux carences
de RFF, et que ce soit la région, les départements et les communautés de communes, et c'est, je veux dire, insupportable. Et c'est insupportable. Donc au niveau national, il faudra que nous ayons le souci de pouvoir peser dans le débat avec les parlementaires, avec les élus, les collectivités, pour changer la donne, et notamment dans la commission qui s'installe afin d'évaluer le SNIT, le Schéma national des infrastructures de transport, dont j'ai pu observer, nous l'avons dit avec beaucoup de véhémence, je me souviens encore de l'entretien, il y avait Bussereau, Cratinger et moi-même dans le bureau de Cuvilliers, où cette commission a été ouverte aux parlementaires, mais les associations d'élus et les collectivités qui payent le SNIT à hauteur de 50% ne sont même pas représentées au sein de la commission, ce qui n'est pas admissible, et nous avons pu le dire là aussi très concrètement. Donc l'Assemblée sera informée, elle pourra peser sur l'organisation du transport et de ce qu'elle appelle le cadencement dans les gares pour trouver là aussi une complémentarité entre les 4 gares, je l'ai dit à l'instant. Je voudrais terminer sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je vais dire des choses qui ne vont pas faire plaisir, mais je suis le président de l'Assemblée départementale et on doit s'exprimer avec franchise. D'abord, rappeler que ce dossier qui dure de plusieurs années, dizaines d'années, une trentaine d'années et plus, je vous permettrai de respecter les travaux de l'Assemblée, si vous voulez bien. Donc, qui existe depuis, je veux dire, des dizaines d'années, comme ça je ne vais pas donner de termes, mais on sait depuis suffisamment longtemps, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il a respecté toutes les échéances voulues par les lois de la République. Si vous exprimez, je vais suspendre les travaux et on va arrêter. Donc, voilà. On vous connaît. Bien. Oui, mais pour être républicain, c'est moins sûr. Donc là-dessus, toutes les procédures ont été respectées, le grand débat public, je ne veux pas y revenir, tout ce qui a été réalisé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de terres qui ont été acquises pour une large majorité. La question, c'est de sa réalisation. Délégation de services publics, tout est fait, et je pense que le projet est tout à fait légitime et réglementaire et respectueux des lois. Il doit aller à son terme. Et il doit aller à son terme pour plusieurs raisons. C'est que le Grand Ouest, qui est aujourd'hui un territoire en développement reconnu au niveau national et qui doit, sur le plan de l'Europe, avoir tous les atouts nécessaires aux modes de déplacement, et pas simplement des modes de déplacement tels que nous le connaissons. On pourrait rajouter l'enjeu du numérique, 30 milliards d'euros, avec la fibre optique qui devra irriguer l'ensemble de nos territoires. Et personnellement, pour en avoir évoqué à plusieurs reprises, avec l'immense majorité de toutes les assemblées concernées, que ce soit les départements, les régions, que ce soit les collectivités locales, que ce soit l'État lui-même, le Parlement, il y a eu une convergence et de larges majorités pour la réalisation de ce projet. Alors, que celles et ceux qui s'opposent au projet, ils sont dans un combat qui est légitime. C'est la vie démocratique de notre pays, d'avoir le droit de manifester, de faire des grèves, de dire son mécontentement, des pétitions, ce que vous faites aujourd'hui, de rencontrer les élus pour pouvoir échanger et s'exprimer, de mobiliser. Je veux dire, ce n'est pas inconvenant, et moi je respecte tout à fait le droit de manifester, de faire grève. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on ne puisse pas respecter les lois de la République, et c'est la violence. Parce que j'entends bien Marc Le Fur qui aujourd'hui, parce qu'il est dans l'opposition, est en train de fustiger la façon d'intervenir pour le respect, là aussi, qui doit être sur la liberté d'aller sur les territoires de France, où qu'ils soient, car il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de réserve, tout le monde doit avoir la possibilité de se déplacer, eh bien, il faut là aussi avoir le souci que l'ordre républicain soit respecté pour la liberté des uns et des autres. Il ne peut pas en être autrement.
Ça me paraît tout à fait aller de soi avec modération. Il y a eu des manifestations, des milliers de personnes se sont exprimées très sereinement. Je veux dire, c'est tout à fait logique et je pense que nous sommes très respectueux de cela. Aujourd'hui, j'entends bien l'opposition qui s'exprime sur ce sujet. Je pense qu'il est trop tôt pour notre Assemblée d'avoir un débat sur le sujet, d'abord parce qu'il n'était pas inscrit à l'ordre du jour et que ça demande un peu du temps. Ça demande du temps pourquoi ? Parce que si on veut s'exprimer sur le sujet, il faut que nous ayons une connaissance un peu plus approfondie du dossier et que nous puissions entendre ceux qui sont pour, mais entendre aussi ceux qui sont pour. Donc moi, je proposerai, dans une session à venir, il peut y avoir le DOB le 10 décembre, si on a le temps de le faire, et puis il faut que la majorité qui compose notre Assemblée, dans sa diversité, puisse avoir le souci d'échanger pour voir quelle est notre opposition collective pour la majorité départementale et donner mon point de vue. Michel Brémond s'est exprimé, le président que je suis également, disant très concrètement ma façon de voir les choses et quelle est ma position sur le sujet. Mais si nous faisons cela, nous pourrons ainsi entendre les uns et les autres et le mouvement qui est opposé sera invité à venir rencontrer les groupes qui composent notre Assemblée pour dire quel est leur point de vue, leur opposition, et surtout en faire une démonstration, une argumentation. Ça me paraît tout à fait logique. Et ainsi, après, nous pourrons nous prononcer tout à fait en toute connaissance de cause, hein, sans prévention, sans faux fuyant, et avec le souci d'une parfaite information, d'une meilleure connaissance du dossier, et ainsi que l'Assemblée départementale puisse dire son soutien à ce projet si nous devons le soutenir. Car, je terminerai là-dessus, nous n'avons pas de responsabilité politique sur le dossier. Enfin, politique, nous sommes des femmes et des hommes engagés politiquement, nous le savons bien les uns et les autres, mais concrètement, la collectivité n'est pas sollicitée, y compris financièrement, mais nous ne devons pas être désintéressés de cet équipement, qui est un équipement pour toute la Bretagne, pour tout le Grand Ouest, hein, nous le savons bien, et sur le plan des transports, et sur le plan économique, où c'est, à mon avis, déterminant. Donc voilà pour ce dossier. Je n'ai pas entendu d'opposition sur le projet de délibération, ni d'un côté ni de l'autre. Donc cette délibération est adoptée. Et je donne rendez-vous aux responsables du mouvement qui s'oppose à Notre-Dame-des-Landes de pouvoir être reçus par le groupe majoritaire d'un côté et le groupe de l'opposition de l'autre, pour qu'à un moment donné, nous ayons un débat et que nous nous prononcions officiellement sur ce sujet. Voilà, mes chers collègues. Après, le président, en général, on ne s'exprime pas. Vous voulez dire quelque chose ? Oui. Je crains que le débat reparte. Si on commence à s'exprimer, c'est ça. Micro. Juste pour dire une chose, ne pas relancer le débat, mais juste reparler sur cette violence que tu évoquais, Monsieur le Président, c'est qu'effectivement, il y a eu une manifestation le 17 à Notre-Dame-des-Landes qui a regroupé plus de 30 000 personnes. Cette manifestation n'avait ni service d'ordre, ni éléments de l'intérieur en face. Effectivement, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de dialogue, aucune violence ce jour-là. Et effectivement, on a pu construire à la fois des maisons, effectivement, mais du dialogue entre les gens qui étaient sur place, etc. Pas un papier ne traînait dans Notre-Dame-des-Landes à la suite de cette violence. Il n'y a rien eu de cette violence, de cette manifestation, excusez-moi, et il n'y a rien eu derrière. C'était juste pour ce point-là. Si, merci de ce témoignage. Bien, mes chers collègues, nous allons poursuivre nos travaux. Est-ce que les retraités sont arrivés ou pas ? On va attendre un petit peu. Bien, écoutez, nous allons passer à la deuxième délibération. Ah oui, ça va peut-être durer un petit moment. Là. Il y a une petite sur les projets de territoire. Oui. Voilà, on va prendre la délibération qui concerne notre contribution au projet des territoires pour l'assistance technique et l'actualisation de la tarification.
C'est juste celle, la délibération qui est juste après le très haut débit. Hein. Comment le numéro 4-2. 4-2. Bien. Alors, ce projet de délibération, après les vues, actualise les tarifs concernant les prestations d'assistance technique du Conseil général aux collectivités applicables à compter de la signature de l'arrêté correspondant. Alors, c'est pour le secteur non éligible, 308 € hors taxe jour sur le montant, et pour le secteur éligible, 0,50 centimes d'euros habitant DGF. Hein, donc, c'est bien une actualisation de la tarification. Est-ce que cette délibération appelle des explications et des commentaires de votre part? Il n'y en a pas. Elle est adoptée. Alors, je voudrais bien me caler parce que c'est à 12h30. Bon, tu crois que si du numérique on l'attaque, on va mettre. Oh, on peut essayer. Bon, allez, on y va. Tant pis pour nos collègues retraités, ne sont pas encore là, donc on va essayer d'avancer. Je vais prendre Bretagne très haut débit, évolution du syndicat mixte Mécalis Bretagne. Comment? Il y aura beaucoup d'interventions? Ça dépend, il nous reste. On va faire le logement. Se loger en Côte d'Armor. Alors, c'est la 4-3. Donc, nous prenons acte de l'évolution du budget du FSL, Fonds de solidarité pour le logement, de le porter de 1,9 million à 2 320 000, de majorer 350 000 € la participation du Conseil général pour 2012, d'abonder par redéploiement 750 000 € au titre des politiques volontaristes d'investissement, les crédits délégués à hauteur de 480 000 €. Donc voilà le projet de délibération pour des amendements nouveaux concernant le Fonds de solidarité logement. Est-ce que vous avez des observations? Madame Kéméré, un commentaire? Non? Bien, pas d'observation. Cette délibération est adoptée. Je suis en là. Si on commence par le numérique, on va mettre une demi-heure. Oh, oui, au moins une demi-heure. On peut faire attendre nos anciens autrement. Hein. C'est à 12h30 l'Assemblée générale. Oui. Alors, qu'est-ce qui était prévu? Non, je suis embêté parce que si je prends le numérique, c'est normal, on va avoir envie d'en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein, et je ne veux pas bâcler un débat en l'espace de quelques instants. C'est pas possible. Donc, on va l'ajourner pour le début d'après-midi, Loïc. Hein, d'accord? Et on va continuer à ce moment-là sur les dossiers qui... Oui, elle est passée, la tarification. Donc, après, c'est pareil, se mobiliser pour la jeunesse. Voilà. Les emplois d'avenir. Ils sont là? Ils sont arrivés, les anciens? Bon, il faut les faire entrer, allez. On va suspendre et on va faire l'Assemblée générale. C'est mieux comme ça. Hein. Donc, notre séance est suspendue pour l'Assemblée générale, le déjeuner, et on reprendra nos travaux à 14h30. Par le numérique. Hein, Loïc? On commencera par le numérique, au début d'après-midi. Ah, écoute, vous ne pouvez pas tout avoir, cher ami.